Merci d'être resté avec nous pour cette seconde partie de Tout est dans la presse. Et nous parlons aujourd'hui de Benyamin Netanyahou et de son éventuelle évolution idéologique dans le domaine du processus de paix israélo-palestinien avec Boaz Bismuth du Israël Hayom et Maurice Evergan, rédacteur en chef de i24 News en français. Maurice, je me tourne vers vous. Dans le discours prononcé à l'AIPAC par Benyamin Netanyahou, il y avait cet appel à une coopération entre Israël et les pays arabes du Golfe. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme la volonté de la part de Benyamin Netanyahou de forger une alliance israélo-sunnite contre l'ennemi commun qu'est l'Iran chiite. Et pour Benyamin Netanyahou, la priorité des priorités, c'est bien évidemment lutter contre le programme nucléaire de l'Iran. Et si ça signifie faire des sacrifices sur le dossier palestinien ou des compromis, eh bien Benyamin Netanyahou est peut-être prêt à en faire. Peut-être, mais je ne répondrai pas tout de suite à cette question. Je voudrais revenir sur le débat politique, parce que moi je crois, vous savez que je... Pas répondre à cette question. Je vais répondre à cette question, mais vous savez que je ne discerne pas de changement sur le fond chez Benyamin Netanyahou et pas dans ce discours de l'AIPAC. Par contre, sur la forme, il y a peut-être une évolution, mais moi je crois qu'on va être surpris. On va être surpris parce qu'on n'est plus dans le schéma politique gauche, droite, Likoud, pas Likoud. Vous savez qu'à la Knesset, on est en train de légiférer, il y aura une procédure référendaire, et c'est là où on risque d'être surpris par Benyamin Netanyahou. Je crois que finalement, peut-être que le Premier ministre a compris qu'il faut aller au-delà des partis politiques et proposer un accord de paix au peuple directement, et c'est le peuple israélien qui va juger. Ouais, Bismuth, court-circuiter un Likoud qui s'est un petit peu radicalisé sur la droite avec cette histoire du référendum. C'est l'arme secrète de Benyamin Netanyahou. Je vais dans le sens des propos, parce que justement, je pense que pour la première fois depuis 1948, qu'on parle d'un référendum en Israël, justement sur ces questions-là, sur les questions territoriales. Donc, il y a deux possibilités, il y a deux options Netanyahou. Un, c'est de quitter le Likoud et faire un petit peu le scénario à la Sharon. Deuxièmement, et on a vu très bien dans l'article de Barak Ravid, qui parle un petit peu de cette majorité d'Israéliens, finalement, qui pensent comme Netanyahou. Et c'est vrai, c'est peut-être un des rares premiers ministres dans le monde entier qui est constamment critiqué, mais aux urnes, qui est toujours en vote pour lui et qui n'a pas de concurrent. Donc, il peut justement faire ça, aller au-delà des hommes politiques qui n'ont aucune crédibilité aujourd'hui. Il y a ceux qui sont les verts, les tout nouveaux, soit les anciens que les gens, franchement, ils n'ont plus aucune confiance. Donc il peut aller vers l'opinion publique et aller en avant. On a bien compris, mais pour revenir à la question que je posais tout à l'heure à Maurice, est-ce que véritablement cet appel à une coopération entre Israël et les pays arabes du Golfe n'est pas l'indication que Benyamin Netanyahou est prêt à aller très loin pour faire la paix avec les Palestiniens, pour donner toutes ses chances à sa politique anti-nucléaire iranien? Oui. Maintenant qu'on parle, disons, qu'on se met en dehors du débat politique gauche-droite, Likoud, pas Likoud, effectivement, ça se comprend dans ce jeu-là. C'est vrai que Benyamin Netanyahou a besoin de soutien de certains pays arabes pour faire le contrepoids face à l'Iran. De la même manière, il a parlé des problèmes de l'eau, l'innovation israélienne plus l'investissement arabe permettrait de distribuer de l'eau dans toute la région. C'est sûr qu'il a une vision comme ça. Mais moi, je repose la question. Il y a une question que je ne comprends pas encore, c'est cette histoire de cette insistance sur le caractère juif de l'État d'Israël. Voilà, ça c'est un vaste débat. Mais on va peut-être illustrer notre débat du jour par deux caricatures, puisque les caricaturistes israéliens, bien évidemment, se sont penchés sur cette question de l'éventuelle évolution de Benyamin Netanyahou et de son discours à l'AIPAC. Première caricature, elle est signée Guy Morad dans le Yedot Acharonot. Vous savez que Benyamin Netanyahou a dit que pour danser le tango au Moyen-Orient, il fallait être trois, les Américains, les Palestiniens et Israël. Et vous voyez bien que ce tango ne se passe pas très bien, puisque même si c'est John Kerry qui est au piano, eh bien Barack Obama, Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou se marchent sur les pieds. C'était dans le Yedot Acharonot. Et une autre caricature qu'on voit affichée à l'écran dans le Haaretz, cette fois elle est signée Amos Biderman et elle se passe de commentaires. Barack Obama en face d'un Benyamin Netanyahou, mais qui a pris la forme d'une truelle, puisque les départs de construction dans les territoires de Cisjordanie, dans les implantations israéliennes, n'ont jamais été aussi nombreuses. On en a parlé tout à l'heure. Boaz Bismuth, qu'est-ce que vous pensez de cette caricature ? Il dessine bien, le monsieur. Il dessine très bien. Je ne sais pas sur le fond, mais sur le côté artistique, j'aime bien. Mais sur le fond, c'est le fond qui écoutez, je veux dire, d'abord sur l'histoire du tango. Alors moi, je n'ai pas attendu Benyamin Netanyahou, avec tout le respect que je donne à mon Premier ministre, on l'a déjà écrit souvent, qu'on a besoin éventuellement de deux pour danser, sinon un qui danse tout seul. J'étais en Argentine, vous êtes un peu ridicule. C'est-à-dire qu'il reconnaît l'importance du rôle américain. Mais bien sûr, évidemment, sauf que quand on est parfois comme Oslo au tout départ, il n'y avait pas encore les Américains, ça a été fait à l'insu des Américains et ça avançait très bien. Vous savez,
parfois les Américains, parfois ça aide après à Enfin, avancer les d'accord, choses. ça n'a pas Et donné parfois, grand-chose, justement, par la suite. dans ce cas-là, je crois que justement, la politique du président Obama a fait en sorte seulement de renforcer Abou Mazen, et on va peut-être parler de ce que vous venez de parler, justement, de ce côté où Israël insiste sur la notion d'État juif, mais on peut parler là aussi, et je pense que c'est avec le président Obama où Abou Mazen continue au contraire à être plus renforcé dans son côté Voilà, négationniste. mais alors justement, c'est la question que j'aimerais poser à Maurice. Est-ce que finalement, cela ne coûte pas grand-chose à Benyamin Netanyahou d'adopter un discours plus modéré, puisqu'il sait pertinemment qu'en face, les Palestiniens vont persister dans leur refus, puisqu'ils ont refusé des concessions tout à fait généreuses et maximales lorsque Ehud Barak et Ehud Olmert surtout étaient Premier ministre en Israël. Donc Benyamin Netanyahou ne risque pas grand-chose, et au contraire, ça lui rapporte beaucoup en termes d'image publique que d'adopter un discours plus modéré. Oui, mais à contre-pied, l'insistance de Benyamin Netanyahou sur cette histoire du boycott, où le boycott ne nous fait pas peur, c'est rien, c'est des groupes antisémites et c'est pas important, donc pourquoi insister? Ou alors c'est dangereux et c'est immoral, donc on insiste. Moi, il me semble que Benyamin Netanyahou, là, s'est adressé aux Israéliens avec cette histoire du boycott. Il nous a dit, regardez, il y a un danger, on va être isolés, il faut faire très très attention. Il prépare l'opinion publique à des compromis. À mon avis, il prépare l'opinion publique. Je pense que ce boycott, justement, je crois qu'il y a une majorité à l'opinion publique en Israël qu'on trouve ce boycott détestable. Mais je pense aussi qu'à l'instant c'est qu'il y a un véritable danger et qu'il faut sensibiliser l'opinion publique israélienne à ce danger et donc la préparer à des compromis. Non, je pense, pour moi, c'est pas le danger de ce boycott. Je pense que le monde va continuer à travailler avec Israël. Je pense qu'il ne faut pas aussi nous donner des lendemains tout noirs. On a déjà connu ça il y a 2-3 ans. Pourquoi Benyamin Netanyahou insiste sur Parce que justement, parce qu'il sait très bien, parce que vous avez très bien dit, il y a le côté dangereux et il y a le côté immoral. Moi, je pense qu'il a plutôt insisté sur le côté immoral. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est immoral, c'est dangereux aussi. Mais c'est immoral. Et je pense aussi que dans son discours... Il y a un paradoxe entre le discours officiel de l'État d'Israël qui dit qu'il n'y a pas véritablement de danger réel du boycott économique et le fait que Benyamin Netanyahou en parle et en parle longuement. On a connu ça dans le passé un instant, comme s'il n'y avait pas d'embargo contre Israël, comme si dans les années 50 et 60 et 70, on n'était pas isolé plusieurs fois aux Nations Unies. Et il ne faut pas quand même exagérer. C'est pas parce que le monde va nous boycotter qu'on doit avoir une politique que nous dicte le monde. Merci Boaz. Nous avons en ligne maintenant Freddy Eitan, ancien ambassadeur d'Israël en Mauritanie, comme vous, je crois. Boaz. Excellent ambassadeur. Excellent ambassadeur. Qui m'a tracé la voie et le chemin. Au Centre de Jérusalem pour les affaires publiques et aussi auteur, et c'est ce qui nous intéresse bien évidemment, d'une biographie de Benyamin Netanyahou. Freddy Eitan, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien Benyamin Netanyahou puisque vous lui avez consacré un livre, une biographie. Est-ce que vous pensez que Benyamin Netanyahou, pour employer une figure de style qui revient beaucoup, est prêt à franchir le Rubicon, c'est-à-dire à accepter des compromis douloureux, des compromis importants dans le processus de paix israélo-palestinien? Je le crois. Et il faut dire aussi que Benyamin Netanyahou a effectivement une certaine idéologie, une certaine vision de l'avenir de l'État d'Israël. Mais avant tout, il fera des concessions douloureuses et audacieuses à condition de remplir certaines conditions. Les conditions sont surtout focalisées sur la sécurité de l'État d'Israël, c'est-à-dire des frontières défendables et une Jérusalem indivisible. Et dans ce sens-là, il est capable donc de franchir le Rubicon, comme vous le dites. Est-ce que, Freddy Eitan, on va parler un petit peu plus peut-être de l'homme Netanyahou. On dit souvent, et vous êtes la bonne personne pour pouvoir répondre à cette question, que depuis la disparition de son père, l'historien Ben Zion Netanyahou, Benyamin Netanyahou pourrait être effectivement disposé à des compromis parce que son père, qui était un idéologue de la droite israélienne et un grand historien aussi, il représentait une espèce de figure tutélaire et dont Benyamin Netanyahou ne voulait pas s'éloigner d'un point de vue idéologique. Oui, écoutez, c'est effectivement le parapluie paternel est écarté, mais Benyamin Netanyahou a dépassé l'âge de la sagesse et donc il est aujourd'hui mûr de prendre des décisions seul, avec évidemment son cabinet et en dépit même des difficultés au sein de sa coalition, parce que Benyamin Netanyahou est avant tout un politique qui connaît parfaitement les rouages de la politique israélienne, y compris au sein de son propre parti. Il faut rappeler que Netanyahou... Il a quand même perdu les rênes de son parti. Hein. Il n'est quand même plus maître à bord du Likoud. Oui, non, mais il y a certains enfants terribles du parti. Ils existent dans tous les partis du monde.
et Benjamin Netanyahu est capable de maîtriser ses troupes, contrairement à d'autres partis. Donc je crois que Benjamin Netanyahu prendra la décision, et il n'a pas prise encore, d'aller loin et au-delà, à condition effectivement si, comment s'appelle-t-il, Mahmoud Abbas et d'autres Palestiniens et la Ligue arabe pourront dire aujourd'hui, écoutez, nous sommes prêts à un compromis historique et ne pas à rater à chaque fois les rendez-vous de l'histoire. Je crois qu'il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y a une autre alternative à Netanyahou, et c'est là le problème. Merci beaucoup, Freddy Etta. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée à Benjamin Netanyahou. Maurice, est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou est le premier ministre israélien qui voudra rentrer dans l'histoire comme celui qui a permis la séparation entre le peuple israélien et le peuple palestinien, ce qui serait un paradoxe étant donné qu'il vient d'une autre école idéologique? Qu'il le veuille peut-être, qu'il le puisse, je ne sais pas. Maintenant, je crois qu'aussi, par rapport à votre remarque, que c'est lors de la disparition du père qu'on se rapproche aussi le plus de son père. C'est là qu'on retisse les liens, c'est à ce moment-là, et je suis prêt à parier que Benjamin Netanyahu lui rendra hommage jusqu'au dernier moment. Est-ce que justement, il y a quand même, à propos de l'évolution idéologique de Benjamin Netanyahou, peut-être encore plus évident que ce qu'il a dit il y a quelques jours devant les délégués de la EPAC, le fait qu'il ait adopté au cours de ces derniers mois cette thématique de la crainte d'un État binational. Ça, c'est une thématique qui vient plutôt du centre-gauche israélien. On n'a pas l'habitude d'entendre des gens de droite en Israël parler avec ce genre de crainte, la crainte d'un État binational, que la poursuite de la présence israélienne dans les territoires de Cisjordanie pourrait entraîner une situation binationale. Permettez-moi d'utiliser un thème qui a été utilisé justement dans un débat présidentiel en France, je pense, et c'est le fait que vous me parlez de qui a le monopole sur le terme. Israël est trop petite, avec une histoire un peu trop, trop sérieuse pour que la gauche ait le monopole sur la paix et la droite le monopole sur la sécurité et vice-versa, et bien sûr le centre monopole sur un tel ou tel. Il y a aussi des évolutions, il y a des époques qui changent, et je pense que Netanyahou aussi, il resserre un petit peu son discours, bien sûr, avec l'actualité. Sauf qu'il faut savoir une chose. Netanyahou, bien sûr, il est le Premier ministre qui a servi le plus longtemps après Ben Gurion aujourd'hui, et encore, il est jeune, il peut encore continuer très bien. Mais si, imaginons demain, pour une raison ou une autre, il décide d'arrêter. Il veut être président, par exemple. Bon, scénario science-fiction. Alors finalement, qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui? Alors certains vont dire que justement, c'est un peu comme Yitzhak Shamir, un peu ce status quo qui est tellement important, puisque le problème israélo-palestinien ou israélo-arabe est un problème qu'on ne peut pas régler, et donc il faut très bien, le diriger, le gérer. Et donc là, magnifique gestionnaire, on gère un problème, avec des hauts et des bas, bien sûr. S'il est maintenant arrivé dans sa tête au fait qu'il veut régler un problème et rentrer dans l'histoire, alors moi je vais dire juste en une seule phrase, Netanyahou veut rentrer dans l'histoire, mais pas à tout prix. Ce sera le mot de la fin. Voici venu maintenant la dernière rubrique de notre émission, c'est des post-scriptum. On va commencer avec vous. Écoutez, pour moi, c'est la tourmente dans laquelle se trouve la presse israélienne. La tourmente, on a vu aujourd'hui, cette semaine, Reshut HaShidur, l'office de radio-télévision israélienne que vous connaissez bien. Que je connais très bien et qui menace de fermer ses portes dans un an. On a vu aujourd'hui Maariv qui n'est pas paru, la version papier. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la presse israélienne? Ancien quotidien à plus grand tirage en Israël. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la presse israélienne? On est pris là, dans une tempête d'audience, de capitaux, de droite-gauche, de combat, et c'est pas bon. Et puis il y a aussi la révolution numérique. Il y a la révolution numérique, et tout ça fait que le climat dans la presse israélienne aujourd'hui n'est pas excellent. Ça ressemble beaucoup, et cela prouve à quel point c'est quelque chose qui nous préoccupe. Je suis dans ce métier depuis 83, on s'est connus dans d'autres environnements que I24 que nous aimons beaucoup. Mais je vais dire juste une chose. D'abord, Maariv, où j'ai débuté en 83, j'étais ravi, mais très très content d'apprendre que finalement il y a eu quelques exemplaires aujourd'hui, parce que nous voulons qu'il y ait un maximum de journaux et que tout le monde vive, parce que c'est important pour nos démocraties et pour le débat des idées. Sauf que moi, mon problème, et je vais attaquer d'une autre façon le sujet, c'est que moi justement j'ai un problème avec les médias en Israël qui fonctionne. On va laisser le service public, on va aller maintenant au service privé. Alors moi je me rappelle, il fut un temps où on avait une seule chaîne, on n'avait pas ces dizaines et dizaines de chaînes. Et qu'est-ce que c'était intéressant? Aujourd'hui on a des dizaines de chaînes, et qu'est-ce que c'est ennuyant? Et le problème c'est qu'aujourd'hui en Israël, c'est-à-dire si j'ai aujourd'hui le choix quand j'allume la télé, c'est entre est-ce que je sais cuisiner ou est-ce que je sais chanter. Et ça c'est insupportable. Ça c'est un vrai problème, d'où effectivement la nécessité d'un service public dans l'audiovisuel. Mais est-ce que votre journal Israël Hayom, qui est un journal gratuit, n'a pas donné le coup de grâce au Maariv?
Justement, je vais juste dire une chose, c'est que Israël Hayom m'a donné justement mon emploi aujourd'hui. Je suis très content, c'est-à-dire qu'on aurait pu regarder différemment. Nous employons des dizaines et des dizaines de journalistes, des dizaines de graphiques, des dizaines. Donc aujourd'hui, au contraire, et je pense que c'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un a ouvert une magnifique boulangerie et fait de magnifiques croissants que celui d'en face ne peut pas vivre aussi. Moi, je crois qu'effectivement, le pluralisme favorise l'expression la plus diverse et favorise le nombre de titres. Est-ce que lorsque les instigateurs, les promoteurs de la réforme de l'audiovisuel public en Israël prévoient une fermeture de l'audiovisuel public et une réouverture immédiatement après, vous y croyez? Moi, je crois qu'on est dans la démagogie. Parce que le public israélien aime beaucoup entendre dire il n'y aura plus de redevances, ça fait 400 shekels par mois en moins, formidable, ils sont tous contents. Puis après, quand ils voient que l'écran est noir, ils commencent à se plaindre. Alors, l'écran noir d'une chaîne qu'ils ne regardaient plus. Qui ne regarde plus de toute façon, mais pour d'autres raisons. Disons, mais je crois que ça va être négocié, ça ne va pas passer dans un an. Merci beaucoup Maurice, merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Tout est dans la presse. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lire la presse justement, qu'elle soit en ligne ou sur papier parce qu'elle existe encore, et regarder iTunes4News bien sûr. À bientôt.